Salut, c'est Mathieu Delpech. Aujourd'hui, je vous donne mon secret pour ne plus jamais vous blesser, vous entraîner comme jamais et vous êtes prêts. C'est parti. Bon, mais en fait, je vous ai menti, il n'y a pas de secret. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, puis à la prochaine. Ciao, ciao. Merci Mathieu, très marrant. Maintenant, de quoi on va parler dans cette vidéo? Aujourd'hui, l'idée, c'est avant tout de vous partager de ma préparation hivernale. Et mon gros focus pendant toute cette préparation, ça a été de mettre fin à ce cycle de blessures qui m'a empêché un petit peu depuis 2 ans d'atteindre vraiment le potentiel que je pense avoir. C'est vraiment de se blinder pour préparer 2024 et ne pas se blesser pendant cette saison. Donc dans cette vidéo, il y aura un petit peu de théorie autour de la blessure, aussi mon analyse sur les raisons qui, je pense, ont fait que je me suis pas mal blessé ces 2 dernières saisons, et puis surtout mon protocole sur le pourquoi, comment, qu'est-ce que j'ai fait pendant cet hiver pour mettre fin à ça. Et je pense qu'il y aura aussi beaucoup d'éléments que vous pourrez utiliser dans votre propre préparation. Donc ça fait vraiment plaisir de vous retrouver sur YouTube. Merci de regarder la vidéo. Ça fait un petit moment que j'avais pas publié. Ce qui se passe, c'est que mon entraînement hivernal se passe vraiment très bien. Je fais des grosses semaines d'entraînement et mine de rien, ça prend beaucoup d'énergie et de temps. Mais comme vous le savez, ma priorité, c'est avant tout ma démarche de haut niveau avec les entraînements et la récupération, avant YouTube et la communication. Mais aujourd'hui, enfin, je prends le moment de vous parler de mon hiver et d'analyser tout ça avec vous. Ça fait vraiment plaisir. Et puis aussi, prochainement, je pense faire une vidéo fort en question. Donc l'idée, ça va être de vous parler de ma saison 2024, de mon projet sportif avant tout, entraînement, objectif, mais aussi professionnel. Et enfin, si vous avez des questions plus générales sur l'entraînement, mettez-les aussi dans les commentaires. S'il y en a qui reviennent beaucoup, je prendrai le temps d'y répondre. Donc tout ça, ça se passe dans l'espace commentaire. Et maintenant, je vais finir ma sortie et puis on va pouvoir rentrer, se mettre au chaud et rentrer dans le vif du sujet. Allez, à tout de suite. Pourquoi on se blesse? D'abord, avant de commencer, un petit peu de typologie. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de blessures. D'abord, un grand groupe de blessures qu'on peut appeler accidentelles ou traumatiques, qui sont plutôt liées à une chute, une entorse, une collision ou un événement ponctuel. Et en fait, celles-ci, on ne peut pas avoir une énorme influence dessus en prévention, même si ça se discute un petit peu pour les entorses. Et au final, elles ne représentent en réalité qu'environ 20% des blessures. Donc on va s'intéresser aujourd'hui plutôt à la deuxième grande catégorie de blessures, la blessure de surcharge. Elle se caractérise en fait par une augmentation soudaine de la distance, de l'intensité ou de la fréquence des séances d'entraînement. Et ça va entraîner une lésion musculaire, tendineuse ou osseuse. Vous avez compris, c'est celle où on en fait trop et le corps finit par lâcher. On a tous connu ce moment où on se dit « Ouah, je me sens trop bien, aujourd'hui je vais en faire un petit peu plus que prévu » et puis au final, on va le regretter quelques jours plus tard avec l'apparition de douleurs. C'est ça, la blessure de surcharge. Vous me voyez venir, pour ne pas se blesser, simplement, il suffit d'être hyper progressif dans l'entraînement, c'est tout simple. Mais rentrons un petit peu plus dans les détails avant que je vous parle de mon hiver perso. Reprenons les bases. Je suppose que tout le monde connaît ces concepts, mais c'est toujours bien de les rappeler et de les avoir en tête. Le concept de l'entraînement et de la progression. Lorsqu'on s'entraîne, on applique un stress sur son corps. En quelque sorte, on l'agresse. C'est contraignant pour le cœur, les muscles, les os, les tendons, etc. de fournir un effort physique. Et en réponse, lors des phases de repos, le corps va se reconstruire plus fort pour être en mesure de mieux répondre lors d'une répétition potentielle de ce stress. Sur le papier, ça paraît magique, mais le problème, c'est que lorsque le stress appliqué est trop grand, le corps il n'est pas en capacité de se reconstruire suffisamment. Plus schématiquement, on peut modéliser ça comme 2 jauges qui se vident et se remplissent. La contrainte appliquée d'un côté versus la capacité du corps à encaisser de l'autre. Vous avez compris, si la jauge de contrainte appliquée dépasse trop longtemps ou trop fortement la capacité du corps à encaisser, alors le corps ne peut plus suivre. C'est la blessure de surcharge. Alors, la jauge de contrainte, elle va augmenter avec l'entraînement. Plus on fait d'heures, plus le sport est traumatisant, c'est-à-dire avec des chocs ou des grosses contraintes. Et enfin, aussi, plus l'intensité est élevée. Et elle redescend progressivement lorsqu'on se repose. De l'autre côté, la capacité à encaisser. Ce qui va l'influencer, c'est l'hygiène de vie en général et la santé, le sommeil en durée et en qualité, la nutrition et l'hydratation, mais aussi le stress. Donc, au mieux on dort, au mieux on s'alimente, plus la capacité augmente. En revanche, le stress extérieur à l'entraînement, il va faire baisser cette capacité d'adaptation. Ça peut être la gestion de la famille ou un travail qui demande beaucoup d'implication, que ce soit physique ou mentale. Et donc, tout le jeu de l'entraînement, c'est d'arriver à avoir une contrainte assez proche de la capacité à encaisser afin de déclencher les mécanismes d'adaptation qui entraînent une augmentation de cette capacité à encaisser. C'est ça la magie de l'entraînement structuré. Si c'est bien quantifié et qu'on laisse le temps à notre corps de s'adapter, on peut arriver à faire monter très très haut la jauge de capacité. C'est sur ces principes hyper basiques et tout simples que je me suis reconcentré cet hiver pour reconstruire les bases solides qui me manquaient depuis maintenant bientôt 2 ans. Reprenons un petit peu mon histoire. Je pense que c'est bien de prendre un petit pas de recul pour savoir d'où je viens et avoir tout le contexte pour comprendre la décision qu'on a prise avec mon équipe pendant la coupure hivernale.
Alors, je pense qu'on peut repartir en 2021, qui a été, je pense, une de mes saisons les plus abouties, où j'ai pu préparer en fait depuis janvier jusqu'à fin mai, vraiment comme j'avais envie, les gros objectifs de l'été. Donc j'ai vraiment eu de la continuité d'entraînement, j'ai fait des beaux mois d'entraînement. Et puis ça s'est concrétisé aux 90 km du Mont Blanc où je fais deuxième. Et puis là où j'ai vraiment l'impression de pouvoir aller sur la longue distance et que c'est vraiment fait pour moi. Plus tard dans la saison, j'ai fait 8e à l'Ultra Pyrénéo, une course de 100 km dans un contexte hyper relevé. Et puis enfin, quelques mois plus tard, début 2022, là j'ai encore eu de la continuité. Et puis j'ai réussi à faire 3e du 60 km de la Transgran Canaria, derrière Tom Evans et Harit Seja qui sont quand même des gros clients. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que en parallèle de cette préparation, depuis plusieurs années, j'avais une douleur au pied qui commençait à augmenter et j'ai décidé de me faire opérer début 2022 pour me débarrasser de ces douleurs nerveuses qui devenaient de plus en plus atroces dans le pied. Et en fait, à partir de cet épisode, ça fait 2 ans où j'ai pas vraiment réussi à réétablir de la continuité dans l'entraînement. Je vais pas non plus trop rentrer dans les détails puisque ceux qui me suivent depuis longtemps, vous commencez à connaître la chanson. Mais voilà, j'ai enchaîné pendant un petit moment les douleurs classiques de surcharge du coureur, tendinite d'Achille, périostite, et puis aussi l'été dernier, j'ai été très embêté par une tendinite à l'ischio. J'ai réussi parfois à être progressif sur 3, 4, 5 semaines, à avoir aussi des périodes de peut-être 1 ou 2 mois d'entraînement qualitatif, mais jamais plus. Et en fait, ça, je l'explique par le fait que, au bout d'un moment, quand on continue d'enchaîner les blessures, il y a vraiment une désadaptation du corps qui se fait. Quand on n'arrive pas à établir un haut volume d'entraînement sur une longue période, le corps est fini petit à petit par se désadapter. Sauf que moi, dans ma tête, j'ai toujours mon expérience de haut niveau. J'ai déjà fait des hautes semaines. Donc au bout de 4-5 semaines, quand ça va très bien, je me dis allez, c'est bon, maintenant c'est reparti, on peut se rentraîner comme avant. Sauf qu'en fait, le corps, il lui faut plus de temps. Et au bout d'un moment, il fallait qu'on tape du poing sur la table et qu'on dise stop. Maintenant, on prend le moment d'être hyper progressif. On prend le moment de se reconstruire. Et je pense que là, la coupure assez tôt, fin octobre, et ensuite avec 5 mois pendant l'hiver pour vraiment refaire ça, c'était le moment parfait. L'idée de cette prépa hivernale, c'est vraiment hyper progressif, continuité, et puis ensuite établir un haut volume pendant une longue période. Voyons voir concrètement comment ça s'est organisé. Comme je disais donc, pour faire la longue distance, à un moment donné, il faut borner. Et pour ça, le corps doit être préparé. Le but de ma prépa hivernale, c'est donc de maintenir sur une période longue un volume haut et stable. Car pour s'adapter réellement et se renforcer, cela prend plusieurs mois. En fait, si les muscles peuvent montrer des signes d'adaptation assez rapidement, de l'ordre de quelques semaines, le système tendineux et squelettique est lui beaucoup plus lent à vraiment se renforcer et à se remodeler. Et donc pour ça, il faut réussir à maintenir une charge acceptable et haute pendant plusieurs mois pour devenir vraiment solide face à la charge mécanique de la course à pied. Donc les mots-clés de cette préparation, c'est progressivité et continuité avant tout. Pas de risque, pas de semaines gargantuesques, mais beaucoup de discipline. L'idée de mon hiver, c'est donc dans une première partie de monter progressivement mon volume et dans une seconde, le maintenir assez longtemps, ce qui m'a manqué ces dernières années, pour avoir des adaptations profondes et durables de mon corps. Concrètement, on s'est donné 9-10 semaines pour retrouver un volume kilométrique de 110-120 km avec un dénivelé de 5-6 000, puis au moins 8 semaines de maintien de cette charge. Voilà les points clés de ma stratégie. D'abord, la quantification du stress mécanique. On a décidé de donner la priorité à la quantification du stress mécanique et sans chercher à aller dans des concepts de contraintes hyper développés, mais en restant avant tout sur les bases, tout simplement. Courir doucement, gérer strictement la course à pied en monitorant l'augmentation du kilométrage et du dénivelé hebdomadaire, en restant dans des zones d'intensité basse dans un premier temps. C'est tout bête, mais c'est rudement efficace. Compter les kilomètres, compter le dénivelé et se fixer un objectif et une limite à ne pas dépasser. On retrouve notre modèle de contrainte et de capacité à encaisser, sauf qu'ici, on réduit le modèle à sa version la plus simple. Les kilomètres que mon corps peut faire en s'adaptant comme jauge de capacité et les kilomètres que je fais réellement comme jauge de contrainte appliquée. Mon volume hebdo, au départ, c'était 30 km et 1000 mètres de dénivelé. Donc pour un athlète expérimenté comme moi, normalement, c'est vraiment anodin. Mais pour un débutant ou un amateur, il faudra peut-être partir d'un petit peu plus bas. Et ensuite, on a choisi une augmentation de plus 15% par semaine. Ce pourcentage, ça correspond à ce qu'on prend comme augmentation pour la jauge de capacité à encaisser. Plus il est élevé, plus on considère que le corps s'adapte vite. 15%, c'est bien pour un athlète qui a quand même une certaine expérience et qui part surtout d'une base saine, sans douleur au début du protocole. Pour un débutant ou pour minimiser les risques, on peut aller plutôt sur du 10%. Et au contraire, si on est très pressé, on peut faire 20%, mais bien sûr, c'est plus risqué. Au début, c'est assez lent comme adaptation. Je suis passé de 30 km à 34,5 puis à 40.
mais c'est vraiment indispensable pour laisser le temps au corps de s'habituer et après, ça augmente plus vite. Maintenant, voyons voir comment répartir ce volume sur la semaine. Il faut miser sur des petites doses en haute fréquence. Courir 5, 6 ou 7 fois par semaine pour répartir le volume et avoir des stimuli réguliers plutôt que d'avoir des grosses sorties. Bien sûr, dans un contexte d'entraînement, ça serait différent et ça serait hyper pertinent d'éviter la monotonie et de distribuer les charges inégalement pour créer plus de stress. Mais dans un contexte de réathlétisation et de contrôle du stress mécanique, le choix des petites doses régulières est le plus adapté. Comme vous le voyez avec ce protocole qu'on a utilisé, on est plutôt sur un modèle d'adaptation continue. Si l'augmentation est contrôlée, on va pouvoir la maintenir très longtemps sans avoir besoin de faire des semaines de décharge ou de maintien. Bon, évidemment, ça a une limite et à un moment donné, il faudra stabiliser. Si ça vous intéresse, pour tous ceux qui soutiennent la chaîne, j'ai fait un petit Excel très basique, on regarde ça tout de suite. Donc concrètement, en chiffres, la théorie de ce protocole, il y a 4 paramètres. Le kilométrage et le dénivelé de départ, le pourcentage d'augmentation qui, comme j'ai expliqué, doit être entre 10 et 20%, et le nombre de sorties par semaine pour vous répartir ce kilométrage. Donc moi, j'ai fait 6 sorties par semaine. Voilà un petit peu à quoi ça ressemblait au niveau théorique au début, mon plan de reprise. Ça s'étale jusqu'à, là j'ai fait jusqu'à 16 semaines, mais moi je l'ai suivi plutôt sur 11 semaines. Si vous voulez faire 20 km par semaine, vous habitez dans le plat pays, que vous pensez que 10% c'est plus safe et que vous voulez faire 5 sorties par semaine, vous rentrez ces paramètres sur les cases en jaune et ça va vous donner votre programme. Et donc, en utilisant 10%, vous pouvez arriver en 10 semaines à 50 km par semaine, ce qui me semble pas mal pour un coureur amateur qui va courir 5 fois par semaine et c'est assez sécuritaire. Donc, il est disponible pour le KissKissBankBank pour tous ceux qui me soutiennent là-bas. Sinon, vous faites un petit peu de mathématiques et vous allez aussi trouver vos chiffres. Et puis aussi, si vous voulez me soutenir, mais que vous n'avez pas les moyens de faire un don sur le KissKissBankBank, eh bien, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis aussi, on s'abonne. Donc voilà pour les chiffres théoriques. Maintenant, voyons voir en pratique qu'est-ce que j'ai fait cet hiver. Et donc voilà, la pratique, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 12 semaines de reprise chez moi. Donc de 0, vous voyez, à 120 km. Ça m'a pris plus d'une cinquantaine de footing cool pour arriver à la semaine de 100 km. Et à partir de ce moment-là, on a pu mettre un petit peu plus de variété. Vous voyez, il y a 2 semaines qui sont en dehors de la courbe, vous allez comprendre pourquoi ensuite. Ça, c'était ma priorité numéro 1, cette gestion des kilomètres. Mais en revanche, j'ai pas fait que ça puisque évidemment, ça suffirait pas pour faire du trail long. J'ai fait beaucoup de sports croisés, donc je vous propose de regarder ça aussi, la répartition des heures que j'ai fait. Donc, vous voyez, j'ai fait quand même beaucoup de ski de randonnée parce que c'est un sport qui est beaucoup moins traumatisant. Quelque chose qui est intéressant à regarder, c'est aussi cette semaine-là, en fait, j'ai chopé le Covid. Donc, ma stratégie, ça a été pendant 7 jours, donc du jeudi au jeudi. Donc là, c'est sur entre cette semaine-là et cette semaine-là. Ma stratégie, ça a été vraiment d'arrêter tous les sports croisés, d'arrêter tout volume, d'arrêter toutes les intensités, mais me reconcentrer sur mon protocole et juste faire mes footings tout doux. Ensuite, autre chose qui est intéressant à regarder, c'est le volume moyen. La tendance, elle est quand même à la progression. Donc, entre 11 heures la semaine Covid, mais plutôt entre 15 heures et 24 heures sur les semaines normales. Mon but sur ces semaines, ça a été vraiment d'avoir de la continuité, de ne pas aller chercher des semaines de bourrin à 30-35 heures comme j'ai déjà pu faire dans le passé, mais vraiment rester entre 15 et 25 heures sur des belles semaines en contrôle. Comment j'ai réparti mon volume croisé en plus de mon protocole de course à pied? En fait, ça s'est beaucoup fait aux opportunités, en fonction des conditions de ski, donc ski de fond, ski de rando, et aussi en fonction des opportunités avec les copains, parce que c'est toujours mieux de pouvoir profiter des sorties en endurance avec les potes. Donc les semaines, elles ont été vraiment... Le but, ça a été vraiment de ne pas trop en faire. J'ai pas hésité à faire sauter des séances. J'ai pas fait des séances gargantuesques. Le maximum que j'ai fait, c'est une sortie de ski de rando à 3500 mètres. Mais la plupart de mes sorties, elles ont été autour de 2000 mètres pour faire des bonnes endurances, mais sans créer trop de fatigue qui pourrait nuire au protocole de reprise à pied. Quelque chose aussi qui est intéressant à regarder, c'est le dénivelé par sport. Quand on fait un sport avec du dénivelé, c'est quand même intéressant. Mais vous voyez, si on se concentre sur le dénivelé à pied, j'ai suivi la même logique que sur les kilomètres, une augmentation progressive. Donc avec un petit pépin cette semaine-là où j'ai eu le Covid, et puis cette semaine-là aussi j'ai réduit parce que les conditions de ski étaient trop bonnes. C'est la semaine que j'ai fait à 24 heures parce qu'on a beaucoup skié avec mes partenaires d'entraînement. On revient sur le graphique du Répar Sport, un autre sport que je voulais dont je voulais vous parler, qui a été important pour moi cet hiver, c'est la musculation. Donc j'ai fait un protocole de force max sur cet hiver pour vraiment développer ma force et aussi pour se blinder musculairement. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très à risque de blessure, donc il faut le faire aussi bien encadré, bien progressif. Moi, j'ai travaillé avec 4 préventions qui m'ont fait tout mon protocole. Avec 4 exercices phares, on a surtout travaillé le hip thrust, le deadlift, le squat et aussi la force des solaires sur une machine avec le genou fléchi.
Et donc, on a fait un protocole très progressif. Et en fin de protocole, je suis arrivé sur des charges en hips thrust autour de 100 kg sur des séries de 4 et en deadlift sur des charges autour de 90 kg. Mais ça m'a pris quand même 12 semaines et c'est quelque chose qu'il faut faire très progressivement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on a réussi à atteindre le volume cible de 120 km par semaine? Ça fait déjà 3 semaines qu'on a commencé à inclure de la variété, des séances de qualité. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer de maintenir ce volume, toujours avec des séances et de la variabilité, mais d'avoir toujours cette base, ce socle de charge mécanique qui est 120 km avec du dénivelé entre 4 et 6 000, ça va varier en fonction des semaines. Mais le but, c'est vraiment d'essayer de maintenir ça pendant au moins 6, 7, 8 semaines pour que le corps se réadapte en profondeur comme je vous l'ai expliqué précédemment. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans ma saison? Bientôt, je vais retourner en France faire les premières courses de la saison et aussi un stage de préparation. Donc, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater ça. Puis on se voit bientôt pour les prochaines aventures. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao!